RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 en direct sur YouTube et que vous pourrez ensuite retrouver sur l'application RCJ et sur Spotify. Nous recevrons dans un très court instant Karen Noblinski, avocate à quelques heures à peine du vote par le Congrès de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Puis Sarah Wakil présentera les projets des semaines à venir à l'UEJF et vous parlera de Rima Hassan. Une conférence à Sciences Po la faisant intervenir est prévue demain. Noah Meguira viendra ensuite vous partager ses recos pop culture du moment. Ce sera alors au tour de Naomi Ivinek de dresser un portrait philo décalé. Puis Yoel Nadjar et Youssef Murciano liront les dernières lettres que se sont échangées Alexei Navalny et Nathan Sharansky. Et on terminera cette émission, comme à chaque fois, avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux. L'impertinente, c'est parti pour une heure. RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente. Notre invitée ce midi dans l'impertinente, Karen Noblinski, bonjour. Bonjour. Dans quelques heures, on disait, le Congrès va voter, a priori, l'inscription dans la Constitution du droit de recourir à l'IVG. Est-ce que pour vous, c'était une sécurisation urgente, nécessaire ? Je pense que c'est un grand jour, tout d'abord, et il faut le souligner. Aujourd'hui, c'est un jour d'émotion, un jour historique. Beaucoup de gens l'ont rappelé, parce que la France s'apprête à être le premier pays à inscrire l'avortement dans la Constitution. Donc c'est un point important, surtout dans une époque où les droits des femmes dans certains pays ne cessent de reculer. Je vais prendre pour exemple la Pologne, la Hongrie, à Malte, ou plus loin de nous, aux États-Unis, où il y a 13 États qui interdisent le droit à l'avortement. Donc plus que jamais, il faut sécuriser le droit à l'avortement. Aujourd'hui, on va parler d'une liberté garantie. C'est ces termes qui seront inscrits dans cet article 34 de la Constitution. Il est plus important que jamais de sécuriser les droits des femmes pour que plus jamais, si quelque majorité que ce soit prennent plus de pouvoir dans les décennies à venir, pour que plus que jamais les femmes et ce droit sécurisé, parce qu'il est beaucoup plus évidemment facile de changer la loi que de modifier la Constitution. Et aujourd'hui, il y a un message qui est envoyé au monde entier. La France s'inscrit comme un pays qui va garantir les droits des femmes, la santé des femmes et la liberté des femmes à choisir pour elles-mêmes. Vous le disiez, ce sera plus difficile de revenir sur cet acquis lorsqu'il sera dans la Constitution. Concrètement, si demain un politique arrive au pouvoir et veut quand même retirer ce droit-là de la Constitution, en quoi ce sera plus dur concrètement ? Ce sera impossible pour lui, ou en fait une réforme constitutionnelle avec une majorité, ça reste possible ? Évidemment, aujourd'hui, en fait, on ne peut pas plus garantir ce droit que la France ne le fait déjà. C'est-à-dire qu'on avait franchi une étape déjà importante lorsque 493 députés ont accepté et ont voté l'inscription de la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution, mais on a franchi une étape encore plus forte et plus lourde lorsqu'on a vu qu'autant de sénateurs ont voté en faveur. Alors je vous le disais, oui, on ne change pas la loi comme on change la Constitution. Aujourd'hui, on a un projet de révision constitutionnel. C'est un événement aujourd'hui, ce vote en congrès à Versailles. Ça ne se fait évidemment pas tous les ans. Donc bien évidemment qu'il serait possible un jour de modifier la Constitution, mais on en est bien loin. Et aujourd'hui, la France montre qu'elle garantit ce droit et cette liberté à toutes les femmes. Et donc il sera bien plus compliqué qu'une majorité puisse aujourd'hui entraver les droits des femmes sur le territoire français. Vous parliez du contexte européen. Est-ce que vous, concrètement, en France, vous étiez inquiète jusqu'à aujourd'hui pour les droits des femmes ? Il y a des choses qu'on entend, par exemple, le fait que quand on cherche IVG sur Internet, on tombe sur des sites où on veut recueillir une information et au final, on se retrouve au téléphone avec des gens qui dissuadent les femmes de recourir à l'IVG. Il y a une ambiance comme ça qui vous paraît assez morose et inquiétante ? Alors en fait, c'est vrai que vous touchez à deux points différents et donc je vais y répondre si vous êtes d'accord les uns après les autres. Tout d'abord, en juin 2022, lorsqu'il y a cette révocation de l'arrêt Roe versus Wade, on décide donc avec plusieurs avocats, 400 l'ont signé à mon initiative, avec Julie Couturier qui était bâtonnière, Vincent Nuret qui était vice-bâtonnière, Rachel Flore-Pardo qui est une consoeur, de rédiger cet article et d'appeler
vraiment au lendemain, donc c'était fin juin, d'appeler à la constitutionnalisation de ce droit. Pourquoi c'est un électrochoc plus que ce qui ne se passait déjà en Europe ? Parce que jamais on n'aurait pu penser qu'aux États-Unis, des femmes dans 13 États différents se voient interdire de recourir à l'avortement. On n'aurait jamais pu penser et assister, en fait, en 2022, à un tel recul des droits. Donc, bien évidemment que notre système est très différent, beaucoup de gens l'ont rappelé, et aussi beaucoup de gens, des opposants, en fait, à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, utilisaient cet argument pour nous dire « Ah, ça va, c'est pas du tout le même système aux États-Unis qu'en France, donc ça n'arrivera jamais. » Alors, c'est comme si ce contre-argument, il avait fallu, en fait, l'éteindre un petit peu et en trouver un autre. Mais quoi qu'il arrive, et on ne dira pas le contraire, ce qui s'est passé aux États-Unis, ça doit sonner on doit tirer la sonnette d'alarme sur ce point-là, sur le rang international, mais plus proche de nous. Et c'est à ça aussi que vous faites référence, en Pologne, en Hongrie, à Malte. Je prends quelques exemples parce que là, on touche à l'Europe. Donc, on ne peut pas nous dire que le système est différent. On touche à des pays, en fait, où il y a eu une montée des extrêmes. En Pologne, les femmes ne peuvent pas recourir à l'avortement, sauf dans le cas où elles ont été victimes d'un viol, ou sauf dans le cas où leur santé est en péril. Ce qui est extrêmement, extrêmement inquiétant. Je vous passe le fait qu'en Hongrie, on vous oblige à écouter le cœur lors de l'échographie avant de recourir à l'avortement. Et ça vient rejoindre finalement votre deuxième question. Évidemment qu'en France, notamment les opposants, beaucoup de gens ont répété que le droit à l'avortement n'est pas menacé. Premièrement, il y a une chose qu'il faut répéter et que l'on répétait déjà lors de cette première tribune, c'est qu'il ne faut pas attendre que les droits des femmes soient menacés pour décider de les protéger et pour décider de les constitutionnaliser. Et c'est ce que dit aujourd'hui aussi la France au reste du monde, c'est nous n'avons pas attendu qu'il y ait une véritable atteinte à ce droit pour décider de le constitutionnaliser. Et c'est ça, en fait, ce que les Françaises attendaient aussi de ce pays, de la France, pays des droits de l'homme, c'est d'anticiper un risque pour les femmes. Et c'est un point important parce que vous avez raison, tant sur les réseaux sociaux que dans les manifestations, fleurissent des sites internet, comme vous le dites, mais aussi des comptes Instagram, des comptes TikTok, des propos de personnes qui sont évidemment anti-avortement, qui se disent pro-life. Et donc, dans les propos qui sont tenus, il y a des propos extrêmement culpabilisants pour les femmes, mais il y a aussi des propos qui constituent parfois clairement des délits d'entrave à l'IVG, qui portent des discours qui ne sont pas conformes à notre loi. Moi, j'ai déjà vu sur ce genre de compte Instagram quelque chose avec écrit IVG égale crime. IVG égale infanticide. Et c'est des propos contre lesquels il faut lutter chaque jour. Il faut lutter pour sensibiliser à ce que prévoit véritablement notre droit, ce que prévoient véritablement les réalités scientifiques à ce propos, et rappeler à des jeunes filles qui peut-être n'ont pas eu suffisamment de cours à l'éducation sexuelle, qui ne savent pas forcément où est-ce qu'il faut aller, parce qu'on en parlera sûrement, mais il y a des difficultés d'accès à l'avortement, ça c'est quelque chose, c'est un fait. Mais il faut rappeler à ces jeunes filles que non, ce droit il existe. Il y a évidemment des endroits où elles peuvent se rendre pour exercer ce droit-là, et il faut rappeler ce qu'est véritablement la loi, ce qui est prévu, et rappeler effectivement que non, les propos qui sont tenus, tels que sur ces sites que vous avez mentionnés, ne sont pas conformes toujours à ce que notre droit prévoit. Sur ce sujet de la constitutionnalisation de l'IVG, il y a une grosse mobilisation de la société civile, vous en faites partie. Est-ce que c'est un fonctionnement qui vous va, que ce soit la société qui aujourd'hui pousse des sujets et le politique qui réagisse après ? Mais je pense de toute façon que le politique réagit aux difficultés de notre société. Et heureusement, il était important ici qu'il y ait une voix de tous bords, une voix de la société civile, vous l'avez dit, une voix extraordinaire portée par les associations qui ont fait un travail phénoménal là-dedans. Et ensuite, bien évidemment, il y a ce débat public, ce débat sociétal qui finalement a occupé tout le monde, et notamment des sénateurs disaient la semaine dernière, voilà, moi j'ai des sœurs, des nièces, des petites cousines qui me disaient attention si tu ne votes pas en faveur de l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Donc on voit bien qu'en fait, ça va de l'hémicycle au dîner de famille, à des émissions de radio et aux médias, et c'est la force de la parole des femmes et bien sûr des hommes qui se sont investis sur ce sujet, bien évidemment, de pousser ces sujets pour en arriver aujourd'hui à Versailles. Vous parliez de ces femmes qui se sont mobilisées, pas toutes évidemment. Qu'est-ce que vous répondez vous, aujourd'hui aux jeunes femmes, ou pas forcément jeunes d'ailleurs, qui se disent que le féminisme, que cette cause, tout ça, c'est pas pour elles, que ça les concerne pas nécessairement ?
Écoutez, si vous voulez me préciser les propos exacts, ou si ça concerne des propos exacts qui ont été tenus peut-être la semaine dernière ou autre, mais en général, c'est très personnel comme avis. Mais moi, ce que j'ai envie de dire déjà, premièrement, à tous ceux qui ont dit que l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, c'était pas utile parce qu'en fait, on voulait pas faire de la Constitution un catalogue de droits sociaux. Rappelons-leur, bien évidemment, rappelons-leur, et je pense que bon nombre d'entre eux l'ont compris aujourd'hui, mais rappelons-leur que le droit à l'avortement, ce n'est pas un droit comme les autres. Le droit à l'avortement, ce n'est pas un droit sociétal comme les autres, et l'inscrire dans la Constitution ne fait pas de la Constitution un catalogue de droits sociétaux. Non, le droit à la Constitution, c'est un droit qui a été acquis de longue lutte, et aujourd'hui, moi, je ne peux que penser au combat de Gisèle Halimi, je ne peux que penser au manifeste des 343, je pense à Simone de Beauvoir, je pense en fait à Simone Veil, bien sûr, au discours qu'elle a tenu courageusement devant cette assemblée, et à toutes les personnes, en fait, femmes ou hommes, qui se sont battues pour que nous, aujourd'hui, toutes ces femmes, et bien sûr, mais toutes ces femmes autour de cette table, nous n'ayons pas eu ce problème de ne pas pouvoir faire un choix. Et c'est à ça que je pense aujourd'hui. Et ça me permet de rebondir sur cette question de féminisme dont vous parlez. Moi, je pense avant tout que, et c'est très personnel encore une fois, qu'il y a une nécessité aujourd'hui de continuer à se battre pour les droits des femmes, parce que bien sûr ça a été rappelé par Gisèle Halimi comme par Simone de Beauvoir, mais que les droits des femmes restent fragiles et ne sont jamais véritablement acquis. Et c'est pour cela que la mobilisation, elle est importante. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Versailles, cette journée historique, ça nous montre que la mobilisation des femmes, elle donne des résultats. Elle donne un résultat aujourd'hui qui sera regardé sur le plan international et qui ouvre la voie à d'autres pays à nous suivre et à renforcer les droits des femmes qui sont entravés aujourd'hui aux quatre coins du monde, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des femmes qui avortent clandestinement parce que quoi qu'il arrive, les femmes avorteront toujours, qu'elles le puissent ou non, mais la difficulté, c'est que les femmes qui avortent clandestinement avortent dans des conditions qui sont catastrophiques et qui entraînent trop souvent la mort. Il y a aussi la question, on en parle ici, de la pression parfois des familles, du sentiment des jeunes filles de ne pas pouvoir en parler, d'un télé qui parfois est déjà passé. Qu'est-ce que vous dites aussi à ces jeunes filles et quel accompagnement, vers qui se tourner ? Quel accompagnement et vers qui se tourner ? Tout d'abord, je pense que c'est aussi le travail de l'éducation nationale en tout premier lieu. Si on prend cette chaîne, d'accord, la chaîne qui est l'éducation de tout à chacun, il y a un cours d'éducation sexuelle qui est prévu, qui est parfois honoré, parfois peut-être avec plus de difficultés, mais c'est aussi dans ces cours qu'on a toutes et tous appris la prise de la pilule contraceptive, le port du préservatif, toutes ces choses-là. Et c'est aussi dans ces cours-là qu'on doit évidemment renforcer l'information, la sensibilisation aux plus jeunes. Bien évidemment, aujourd'hui, vous avez le planning familial qui fait un travail extraordinaire, et c'est le travail de tout à chacun, peut-être de nos familles des plus proches, mais aussi la difficulté, c'est, vous le savez, il y a 130 centres qui ont été fermés au cours des dernières années, ce qui fait que l'accès, justement, pour pouvoir avoir un rendez-vous, si on doit recourir à un avortement, si on veut plus d'informations, est beaucoup plus restreint aujourd'hui. Et bien évidemment que la constitutionnalisation de l'avortement, elle s'accompagnera, même s'il y a déjà des choses qui sont faites sur le terrain, elle s'accompagnera et elle doit s'accompagner d'un renforcement de cet accès pour que toutes les femmes sur le territoire français, que ce soit à Paris ou que ce soit dans une zone rurale, elles aient un accès homogène à leurs droits et qu'elles ne soient pas contraintes de devoir aller autre part pour recourir à un avortement si le délai est trop court au moment où elles ont dû prendre les mesures nécessaires. Vous l'évoquiez, ces grandes figures, Simone Veil, Gisèle Halimi notamment, c'est dans cet héritage-là que vous vous inscrivez. Et est-ce que aussi, enfin c'est marrant entre guillemets, mais de se dire il y a cet héritage à la fois féminin et juif de ces grandes figures qui ont porté ces lois, cette émancipation de la femme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Évidemment que ça nous touche, évidemment que ça nous fait sourire. Et il y avait justement un reportage extraordinaire hier sur France Télévisions sur le parcours de Gisèle Halimi. Et elle nous parle de ses racines à elle et des raisons pour lesquelles peut-être elle a voulu élever sa voix. Et on connaît tous, par exemple, le parcours de Simone Veil, l'enfance, l'adolescence qu'elle a dû vivre. Et peut-être que cet héritage-là que l'on porte, il renforce ce besoin de prise de parole, il renforce ce besoin de combat. Et oui, en tout cas, c'est des choses qui me touchent à titre personnel.
Il y a sûrement des étudiants en droit qui nous écoutent, d'autres qui hésitent peut-être à suivre cette voie. Pourquoi vous êtes engagé dans ce combat-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la justice? Et qu'est-ce qui a fait aussi spécifiquement vous êtes engagé sur cette question du droit des femmes? Moi, j'ai tout d'abord été attirée par évidemment la question du droit pénal. Donc finalement, la justice qui touchera le plus à la justice des hommes, aux rencontres, au fait de pouvoir échanger avec des personnes qui sont victimes ou des personnes qui sont poursuivies pour avoir commis des infractions. C'est aussi cette spécialité-là qui fait que nous prenons la parole chaque jour, que ce soit dans les parloirs, que ce soit dans les tribunaux, et qui permettent aussi d'assurer et d'assumer la parole de l'autre. Donc bien évidemment, à chacun peut-être son histoire. Moi, peut-être que mon histoire familiale m'a menée à des envies de s'investir dans des questions de justice pour lutter peut-être contre des phénomènes d'injustice. Mais je pense que le droit pénal est ce qui m'y a emmené à travers des stages. Moi, j'allais très tôt écouter les plaidoiries des avocats dans des cours d'assises lorsque j'étais lycéenne. Je trouve que c'est des moments de grâce aussi assez extraordinaire. Et puis finalement, vous savez, c'est assez quelque chose d'assez spontané qui s'est fait à travers les droits des femmes. C'est-à-dire que moi, dans mon exercice professionnel, je constate jour après jour qu'il y a des failles, qu'il y a des droits qui semblent assez évidents, qui sont parfois moins bien mis en application que d'autres, qu'il y a des injustices comme celles qui touchent des milliers de femmes. Quant à l'IVG, on en a parlé, qui ne me permettent pas de rester silencieuse et qui me donnent envie d'écrire et de m'exprimer comme je le fais avec vous aujourd'hui. Vous le faites dans le cadre d'un combat universaliste pour toutes les femmes et aussi aux côtés d'un mouvement féministe français. Ce mouvement qui se bat pour les mêmes causes que vous, en tout cas sur la constitutionnalisation de l'IVG. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ce mouvement depuis le 7 octobre? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a changé à ce niveau-là? Alors, évidemment que, et ça, on ne peut que le dénoncer, la parole a été prise bien trop tard. Ça, c'est une évidence. Il faut rappeler que le viol, utilisé comme arme de guerre, c'est, au regard du statut de Rome et des articles 5, 6, 7 et 8, un crime de guerre, un crime contre l'humanité, et que ça a été une grande source aussi de solitude pour tant les Juifs de France qu'en Israël, de voir qu'il y avait un certain silence pendant toute une période, un silence qui n'aurait peut-être pas existé. Moi, j'ai pu dire à de nombreuses fois lorsque je me suis exprimée que, bien évidemment, on est plusieurs consoeurs et confrères à l'origine être spécialisés sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et lorsque vous travaillez sur ce type de sujet, vous savez une chose, c'est que ce qui est prôné, et c'est très bien que ce soit le cas, notamment par des ONG, par des organisations féministes ou autres, c'est cette question du « je te crois ». Et ce « je te crois », à partir d'octobre, de novembre, quand les choses ont un petit peu avancé, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, et comme vous tous, ça a été aussi une blessure de voir ça, que tout d'un coup, ce « je te crois », il avait finalement peut-être une religion, une coloration politique du fait d'origine ou de conflit. Et ça va à l'encontre de toute la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc la prise de conscience aujourd'hui, et je l'espère, elle existe. C'est compliqué quand même qu'elle puisse ne pas exister à ce jour, mais elle a pris trop de temps à une époque où il ne faut qu'une seconde pour dénoncer la question des violences sexuelles. Et c'est important justement de continuer à prôner ces questions-là. Merci beaucoup, Karen Noblinski, d'avoir été notre invitée ce midi, juste avant que le vote au Congrès sur la constitutionnalisation de l'IVG ait lieu. On se retrouve dans La Pertinente après un peu de musique. C'est Monde Nouveau de Feu Chatterton. Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien,
Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Un monde nouveau où on rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau où on rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Que savions-nous faire de nos mains? Presque rien, presque rien. Le monde de demain, on le bégayait tous, sans n'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. De les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. De retour dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 et on retrouve maintenant Sarah Wakil, vice-présidente de l'UEJF. Bonjour Sarah. Bonjour Elsa. Qui vient nous parler des actualités dans les facs, bonnes et moins bonnes. Depuis le 7 octobre, de nombreuses conférences pro-palestiniennes sont organisées dans les facultés. Demain aura lieu et devait avoir lieu en tout cas une conférence à Sciences Po avec comme invités Rima Hassan et Ronnie Broman. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui sont ces deux personnes ? Bonjour Elsa et bonjour à tous. Effectivement, je viens régulièrement parler de l'actualité des sections et assez fréquemment, c'est pour annoncer de bonnes nouvelles quand même. Des créations de sections, des événements festifs ou militants. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une conférence qui est organisée à Sciences Po avec Rima Hassan, juriste franco-palestinienne, qui tient des propos notamment depuis le 7 octobre pour le moins contestés, et Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières. Elle est née en Syrie, à Alep, est arrivée en France à l'âge de 10 ans de grands-parents palestiniens. Elle obtient la nationalité française en 2010 et participe à de très nombreuses conférences décidément, criant à la destruction de l'État d'Israël. Elle est aujourd'hui installée en Jordanie, elle se dit palestinienne et fait aujourd'hui de nombreuses apologies du terrorisme, notamment depuis le 7 octobre. Ronnie Broman, quant à lui, est un médecin français né à Jérusalem dans les années 50. Et Sarah, que disent-ils ces deux personnes justement de si problématiques ? Alors, tout d'abord, dans une interview au Crayon, Rima Hassan explique que le Hamas mène une action légitime. Selon elle, violer des femmes, assassiner des milliers de civils, prendre en otage des hommes, des femmes, des bébés est donc légitime. En tant que juriste, elle devrait pourtant savoir que ces propos relèvent de l'apologie du terrorisme, délit sanctionné par le Code pénal français, notamment quand elle affirme elle-même que cette organisation est terroriste. Ronnie Broman, quant à lui, énonce publiquement sur BFM TV en novembre 2023 que le Hamas n'est rien d'autre qu'un mouvement de résistance. Si on pouvait dire à Jean Moulin que ce mot serait fourvoyé à ce point, je pense qu'il se retournerait dans sa tombe. Par ailleurs, elle refuse à l'État d'Israël un droit de se défendre. Le peuple israélien devrait donc rester sous les bombardements et les attaques sans riposter. Mais aurait-elle nié ce droit à d'autres pays en guerre ou victimes d'attentats terroristes ? Encore, en tant que prétendue juriste, elle devrait savoir que l'appel au boycott, c'est interdit en France. Elle ne se gêne pourtant pas tellement de le faire dans la plupart de ses tweets en appelant à boycotter la chaîne Carrefour, récemment implantée en Israël. Enfin, et nous ne cesserons de le dire, la situation à Gaza est effectivement dramatique en termes de vie humaine. Chaque vie innocente perdue est un drame, qu'elle soit israélienne ou palestinienne. Cependant, on ne peut décemment pas appeler cela un génocide, puisqu'il y a aujourd'hui plus d'Arabes palestiniens qu'il n'y en avait il y a 10 ans. Comment appeler cela un génocide ? C'est elle-même ce que veut dire la phrase « From the river to the sea ». C'est elle que cette phrase appelle à la destruction totale et entière de l'État d'Israël et de tous ceux qui y vivent. Cette phrase complètement antisémite est pourtant partagée fréquemment sur ces réseaux. Je pourrais continuer longtemps comme cela pour montrer que cette femme, au-delà de l'imposture qu'elle représente pour le métier de juriste, au vu de ses nombreuses infractions à la loi, représente une menace pour les étudiants juifs de France. On l'a encore vu samedi à la sortie de Shabbat, un homme portant la kippa s'est fait agresser devant sa synagogue dans le 20e, au seul motif qu'en tant que juif, il est tenu comptable de ce qu'il se passe au Proche-Orient. Merci Sarah pour toutes ces précisions. Je sais que l'UEJF saura se battre contre ce genre de prêcheurs de haine, surtout à Sciences Po, campus que je connais un peu pour être politisé et sujet à ce genre de rencontres houleuses. Bon courage en tout cas et bravo pour vos actions. Sinon, est-ce que de façon un peu plus joyeuse, il se passe quelque chose à l'UEJF en ce moment ?
Alors oui, mais avant de revenir sur ces choses joyeuses, je tenais juste à féliciter la section de Sciences Po pour leurs actions au quotidien, pour les étudiants juifs et également toutes les sections de l'UEJF qui font ce travail de lutter contre les conférences d'appel à la haine. Je tiens à rappeler ici que c'est grâce à ce travail et aux liens que nous tenons avec le ministère de l'Enseignement supérieur que de nombreuses conférences de la sorte ont pu être interdites ou bien contredites, pour ne citer que le HESS, Dauphine avec Mathilde Panot, etc. Alors bon, vive l'UEJF. Bon, sinon, oui, il se passe quand même des choses plutôt sympas en section. D'abord, le Shabbat qui vient de passer s'est déroulé plusieurs choses en même temps. Nous avons accueilli l'UIJS, l'Union étudiante juive européenne, le temps d'un Shabbat, histoire d'échanger sur nos sujets de prédilection militants. La lutte contre l'antisémitisme, l'antisionisme sur les campus universitaires partout en France et de se retrouver autour d'un moment plutôt convivial du Shabbat. En même temps, à Marseille, la section organisait un Shabbat plein réunissant plus de 50 étudiants. Un réel section pour cette belle section. Bravo à eux. Hâte des prochains événements. Shabbat chargé, dis donc. Et qu'est-ce qu'il y a à venir ? Évidemment, tu le sais, toujours plein de choses. Vendredi prochain sera le 8 mars, autrement dit la Journée internationale des droits des femmes. À cet effet, l'UEJF lance un grand Shabbat dîner-conférence avec de nombreux partenaires en solidarité avec les femmes dans le monde. Femmes iraniennes, afghanes, yézidis et bien d'autres sujets seront évoqués. Pour s'inscrire, c'est toujours en bio Insta. En section, ils viennent de le sortir, un Shabbat réunissant 3 sections de l'UEJF se prépare à Nancy. L'UEJF Lille, Strasbourg et Nancy se rassemblent pour faire kiffer les étudiants juifs le week-end du 5 au 7 avril. Pour les rejoindre, allez sur leur page Insta et remplissez le formulaire. Évidemment, d'autres surprises arrivent, en lien avec Purim, mais pour le moment, je n'en dirai pas plus. C'est tout pour moi, merci Elsa. Merci beaucoup Sarah. Et tout de suite, une chronique qui, évidemment, pour rien de vous cacher, ne charge pas présentement sur mon téléphone, donc qui va arriver de façon imminente à cette antenne. Déjà, on va te présenter, Naomi Ivinek. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous parler d'un philosophe. Eh oui, on m'a demandé de venir parler d'un philosophe et de vulgariser sa pensée avec humour. Alors nécessairement, j'ai pensé à Cioran, ce philosophe roumain qui se qualifie lui-même de plaisantin. D'ailleurs, cet adjectif lui convient à merveille. Si vous ne me croyez pas, il suffit de lire le titre de ses livres, entre De l'inconvénient d'être né, Syllogisme de l'amertume ou Précis de décomposition. C'est clair que Cioran, c'est le philosophe à lire quand on a un coup de mou. Mais alors, si c'est un philosophe roumain, pourquoi est-ce qu'il a vécu si longtemps en France ? Donc Cioran, il est né en Roumanie et il s'y forme dans les années 30 pour devenir professeur. Mais bon, entre le scandale que fait son livre Des larmes et des seins et ses tendances politiques qui déplaisent, il se retrouve interdit de séjour en Roumanie et vient vivre en France. En même temps, est-ce qu'on peut blâmer les Roumains de ne pas l'apprécier quand lorsqu'il explique pourquoi il préfère écrire en roumain, il dit que c'est parce qu'il lui faut une langue sauvage et une langue d'ivrogne. Mais alors, de quoi parle-t-il dans ses livres ? Comment on peut être plaisantin avec des titres pareils ? Cioran, c'est un paradoxe. C'est un peu un sceptique, un peu un nihiliste, et malgré tout un plaisantin. Il parle de la vanité de l'existence, voire même de la douleur qu'elle apporte. Il pense la ruine des sociétés et l'inévitable mort. Il envoie balader les Nietzsche qu'il pense trop naïfs et qu'il qualifie de faux iconoclastes avec des côtés d'adolescents, et se dit bien plus proche d'un Marc Aurèle. Je le cite, il dit « Trouver plus de réconfort et d'espoir auprès d'un empereur fatigué qu'auprès d'un prophète fulgurant ». Et pourtant, malgré ces airs de dépressif qu'on imaginerait à écouter du Evanescence dans sa chambre en disant à ses parents qu'il n'avait jamais demandé à être né, il est décrit par tous ceux qui l'ont connu comme un homme chaleureux, joyeux et toujours avec le mot pour rire. Cioran, c'est celui qui comprend que la vie n'a pas de sens, qu'elle est pénible, voire même insupportable, mais qui s'en fout. Celui qui pense que malgré tout, il faut vivre et faire entièrement l'expérience de cette vie qui nous est imposée. Sa pensée se résume plutôt bien dans la dernière phrase de son dernier livre. Il dit « Après tout, je n'ai pas perdu mon temps, moi aussi je me suis trémoussé, comme tout un chacun dans cet univers aberrant. » C'est joli en théorie, mais en pratique, Cioran, il n'y a pas un peu flirté avec le nazisme ? Alors c'est vrai qu'entre sa fascination pour le fascisme, le sous-texte parfois antisémite de ses écrits et ses quelques mois en tant que conseiller culturel auprès du gouvernement de Vichy, on pourrait se dire que c'était peut-être pas le meilleur choix pour une chronique sur RCJ, et d'ailleurs vous auriez raison. Mais moi, je me souviens encore de mon premier cours sur Heidegger en licence, que mon professeur avait très justement débuté en nous poussant à nous interroger sur les raisons pour lesquelles on étudie encore un philosophe ouvertement nazi. Alors je vous dirais la même chose que ce que je lui ai répondu à l'époque. Je pense qu'il est très important de ne pas fermer les yeux sur le côté sombre des auteurs que l'on apprécie. Il serait bien néfaste de camoufler la part des intellectuels qui se sont égarés et de feindre que les grands esprits sauraient toujours se placer du bon côté. Alors finalement, plus que mon amour pour ses écrits, je vous parle de Cioran parce que je pense que, surtout en ce moment, il est important de rappeler aux autres et parfois à soi-même
qu'il est bien dangereux de tenir en vérité incontestable les opinions de ceux que l'on admire, car même les intellectuels, les politiciens ou les grands humanistes restent des hommes et l'histoire nous montre que l'homme a le chic pour se tromper et ne s'en rendre compte que trop tard. Sioran le disait lui-même, nous sommes tous dans l'erreur, les humoristes exceptés. Merci beaucoup Naomi, on se retrouve dans un instant dans l'impertinente après un peu de musique. I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. I midnight medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body bursts. Let me work it out. Let me work it out. Oh yeah, yeah. Let little mama work you out. Hold on. You wanna work it out? Work it out. It's only gonna get worse. I'm midnight medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body bursts. Let me work it out. Let me work it out. Oh yeah. Let little mama work you out. You wanna work it out? It's only gonna get worse. I'm midnight medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body bursts. Let me work it out. Let me work it out. Let little mama work you out. You wanna work it out? Vous avez un projet d'Alia? Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren Layedidout. Le Keren Layedidout répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les 6 premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren Layedidout. Keren Layedidout, 01 83 80 95 55 et yedidout.org. Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez l'INDA. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88. Étienne Jarnel, directeur du Point. Israël, 7 octobre, 6h30. L'effroi se répand à toute vitesse. Ce jour-là, plus de 1200 juifs seront massacrés. Plus de 200 seront pris en otage. Israël, 7 octobre 2023, un pogrom au XXIe siècle et le récit d'un crime historique reconstitué heure par heure, des semaines d'enquête par une équipe d'envoyés spéciaux, de très nombreux témoignages recueillis sur place, un récit heure par heure pour ne pas oublier, jamais.
Israël, 7 octobre 2023, un pogrom au XXIe siècle, aux éditions Flammarion, une coédition Le Point. Du 24 février au 16 mars, doublez vos économies sur vos portes et fenêtres avec Best Fenêtres. Oui, jusqu'à moins 20% sur vos portes et fenêtres et beaucoup plus grâce aux économies que vous ferez sur vos factures de chauffage. Non mais ne me remerciez pas, je suis là pour ça. Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e et 192 rue de Paris, Les Lilas, 01 43 73 36 36. Entreprise qualifiée RGE pour bénéficier des aides de l'État. Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. MDA. Faites un don de 120 € ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adom, votre don, votre assurance, notre mission commune. MDA-France.org. MDA-France.org. MDA France. Association au service de la vie. Le FSJU, Association centrale de la communauté juive de France, renouvelle ses instances de gouvernance. L'appel au vote se déroulera du 14 mars au 14 avril 2024. C'est le moment de faire entendre votre voix. Vous êtes membre actif, adhérent? Nous vous encourageons à prendre part à ce processus démocratique en votant pour les candidats qui représentent au mieux vos valeurs et vos aspirations. Votre vote contribuera à façonner l'avenir de notre association et à garantir une représentation juste et équilibrée de l'ensemble de nos membres. Chaque vote compte, chaque voix compte. Pour plus d'informations, rendez-vous sur élection.fsju.org. Vous écoutez RCJ, il est 13h41, c'est l'impertinente, l'émission de l'UEJF. Yoël Nadjar et Youssef Murciano vont nous lire les dernières lettres que se sont échangées Alexei Navalny et Nathan Sharansky. Cher Nathan, c'est Alexei Navalny qui vous salue depuis l'oblast de Vladimir, même si je doute que vous en gardiez de chaleureux souvenirs. Je me trouve actuellement dans la colonie pénitentiaire numéro 6, à Malekhovo. Mais la prison de Vladimir m'écrit qu'une cellule est en train d'être préparée pour moi. Je vais donc probablement être transféré dans le même établissement que celui où vous avez été. Peut-être y aura-t-il une plaque disant « Nathan Sharansky a été détenu ici ». Je vous prie de pardonner cette intrusion et cette lettre d'un inconnu, mais je crois que c'est une chose permise entre un auteur et son lecteur. Je vous écris en effet en tant que lecteur. Je viens de lire votre livre « Tu ne craindras point le mal ». Alors que j'étais au PKT, à présent, je vous écris du Shiso. J'y aurais passé 128 jours au total, et j'ai ri à la lecture de ce passage. On m'a puni en m'envoyant 15 jours au Shiso. Puis, comme j'avais enfreint les règles de la prison, on m'a envoyé pour 6 mois au PKT. Ce qui m'a amusé, c'est que ni l'essence du système, ni ses méthodes n'ont changé. Je tiens à vous remercier pour cet ouvrage qui m'a beaucoup aidé et m'aide encore. Oui, je suis actuellement au Shiso. Mais j'ai lu que vous aviez passé 400 jours en cellule disciplinaire, avec des rations alimentaires réduites, et j'ai compris que certaines personnes payaient un prix bien plus élevé encore pour leurs convictions. Je regarde la photo de la carte postale que vous envoyez à Vital, dont tous les mots sont barrés par la censure. Je suis allé ensuite au tribunal, où on essaie de me convaincre que brûler les lettres qui me sont adressées est légal, car elles contiennent un message codé. J'ai conscience de ne pas être le premier, mais j'espère vivement être le dernier, ou du moins un des derniers à devoir endurer tout cela. Votre livre donne de l'espoir parce que la similitude entre les deux systèmes, celui de l'Union soviétique et celui de la Russie de Poutine, leur ressemblance idéologique, leur hypocrisie comme fondement du régime et leur continuité garantissent une chute aussi inévitable que celle à laquelle nous avons assisté. L'essentiel est de tirer les bonnes leçons pour éviter que cet état de mensonge et d'hypocrisie ne recommence. Dans la préface de l'édition de 1991, vous écrivez que les dissidents politiques emprisonnés conservent le virus de la liberté, et qu'il est important d'empêcher le KGB d'inventer un vaccin contre ce virus. Hélas, ils ont inventé ce vaccin. Pourtant, dans la situation actuelle, ce ne sont pas eux qui sont à blâmer, mais nous qui pensions naïvement qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible, et que, pour de bonnes causes, on pourrait truquer un brin les élections ici, influencer un peu les tribunaux là, étouffer un tantinet la presse ailleurs. Toutes ces petites choses et la croyance qu'il est possible de moderniser, l'autoritarisme, sont les ingrédients de ce vaccin. Malgré tout, le virus de la liberté est loin d'être éradiqué. Ce ne sont plus des dizaines ou des centaines comme autrefois, mais des dizaines et des centaines de milliers d'individus qui n'ont plus peur de se lever pour la liberté et contre la guerre, malgré les menaces auxquelles ils s'exposent. Des centaines d'entre eux se trouvent en prison, mais je suis persuadé qu'ils ne se laisseront pas briser et ne renonceront pas. Beaucoup d'entre eux puisent de la force et de l'inspiration dans votre histoire et votre héritage. Je suis certainement l'un d'eux. Je vous remercie. J'ai recopié pour moi-même ces mots de votre livre.
El Shana à Bahar, Yerushalayim. L'an prochain à Jérusalem. Bien à vous, Alexei. 3 avril 2023. Mon cher et très respecté Alexis, j'ai été bouleversé en recevant votre lettre. La seule pensée qu'elle vient directement du Shizo, où vous avez déjà passé 128 jours, me bouleverse. Comme un vieil homme serait bouleversé en recevant une lettre de son alma mater, l'université où il a passé les années de sa jeunesse. Je vais vous faire une réponse non seulement d'auteur à son lecteur, mais aussi d'admirateur. Voici d'abord ma réponse d'auteur. Lors de la rédaction de mon livre « Tu ne craindras point le mal », juste après ma libération en février 86, presque tous mes amis et compagnons d'armes étaient soit au goulag, soit en lutte. J'ai conçu ce livre non seulement comme une autobiographie, mais aussi comme une sorte de guide ou de manuel pour tenir face au KGB. Mais au moment où il a été publié en russe, l'URSS était déjà en train de s'effondrer. Aussi, au fil des ans, ce livre a été de plus en plus considéré comme un roman historique sur un âge obscur. Mais aujourd'hui, le rêve de l'idiot s'est réalisé. Ce fut d'abord Vladimir Karamurza. Et à présent, c'est vous qui m'écrivez pour me dire que ce livre fonctionne dans une prison russe d'aujourd'hui. À quelque chose, mon malheur est bon. À présent, voici ma réponse d'admirateur. Alexis, vous n'êtes pas un simple dissident. Vous êtes un dissident avec du style. L'horreur que m'a inspiré votre empoisonnement s'est muée en stupéfaction et même en admiration lorsque vous avez mené votre propre enquête. Au lendemain de votre retour en Russie, un correspondant européen posait cette question qui m'a profondément mis en colère. Pourquoi y est-il retourné ? Tout le monde savait qu'il allait se faire arrêter à l'aéroport. Ne comprend-il pas donc une chose si évidente ? J'ai eu cette réponse assez brutale. C'est vous qui ne comprenez rien. Si vous croyez que son but est de survivre, alors vous avez raison. Mais ce qui le préoccupe véritablement, c'est le sort de son peuple. Et en retournant en Russie, il lui dit « Je n'ai pas peur, et vous non plus, vous ne devez pas avoir peur. » Je vous souhaite, aussi dur que la détention puisse être physiquement, de conserver votre liberté intérieure. En prison, j'ai découvert que, outre la loi de la gravitation universelle des particules, il existe aussi une loi universelle de la gravitation des âmes. En restant un homme libre en prison, Alexis, vous touchez l'âme de millions de personnes dans le monde. Alexis, c'est vraiment triste que le passé puisse revenir aussi rapidement et aussi facilement. Après la chute de l'URSS, Vladimir Bokovski a appelé à juger le communisme devant un tribunal. Mais rares étaient ceux à soutenir cette idée. Après tout, le monde libre avait vaincu sans qu'une seule balle ne soit tirée. Alors pourquoi remuer le passé ? J'espère qu'à présent, après tous ces coups de feu tirés, il est évident que ce procès était à l'époque nécessaire et qu'il le sera demain. D'ailleurs, je vous écris la veille de Pessah, qui commémore la libération des Juifs de l'esclavage d'Égypte, il y a 3500 ans. Ce fut le commencement de notre liberté et de notre histoire en tant que peuple. Ce soir-là, les Juifs du monde entier se réunissent autour d'une table et lisent ces mots. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves, demain nous serons libres. Aujourd'hui, nous sommes ici, l'an prochain, à Jérusalem. Ce jour-là, je serai assis devant le repas de Pessah portant une kippa qui a été fabriquée il y a 40 ans avec ma partianka par mon compagnon de cellule, un détenu ukrainien de la prison de Tchitopol. Voilà comme tout le monde est lié. Je vous souhaite à vous, Alexis, ainsi qu'à toute la Russie, un exode le plus rapide possible. Je vous embrasse, Nathan Charansky, Jérusalem, le 3 avril 2023. Cher Nathan, je vous envoie juste une petite note pour vous remercier infiniment de votre réponse. J'ai été touché au point de devoir cacher mes larmes à mon compagnon de cellule. Et c'est la deuxième fois que vous me jouez ce tour. À la dernière page de Fear No Evil, lorsque vous écrivez « Pardonne ce léger retard », il est bien évidemment impossible de retenir ces larmes. Dans votre alma mater, tout est comme avant. Les traditions se perpétuent. Vendredi soir, j'ai été libéré du Shizo. Aujourd'hui, lundi, j'en prends pour 15 jours de plus. Tout se déroule suivant l'Ecclésiaste. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Pourtant, je continue de croire que nous changerons les choses et qu'un jour en Russie, il n'y aura ce qui n'a pas été et qu'il n'y aura plus ce qui a été. Et en fin de compte, où passer la semaine sainte si ce n'est au Shizo ? Encore un immense merci. Je vous embrasse. 11 avril 2023. Cher Alexis, voici un petit mot en réponse à votre mot. Il est important que les liens entre les hommes et les mondes ne soient pas coupés. Je ne peux dire
entre le monde libre et le monde non libre, car vous êtes aujourd'hui plus libre encore que beaucoup dans ces deux parties du monde. Mais je sais que vous payez cher cette liberté, de votre santé, de l'inquiétude de votre famille, et en fin de compte, de votre vie. Je possédais certains avantages par rapport à vous. Moi qui mesure 1,59 m, j'avais les mêmes rations de nourriture que les autres. En cellule disciplinaire, les manches de ma veste tombaient suffisamment pour me tenir chaud, alors qu'elles ne vous arrivent probablement qu'au coude. Mais au moins, vous recevez ces lettres, et plus que tout, vous partagez ce que vous vivez en temps réel. Un jour, un poète russe écrivit « Ne laisse pas ton âme être paresseuse, évite de battre l'eau avec un bâton, l'âme doit travailler jour et nuit, jour et nuit. » En Russie, cela paraît difficile, mais vous le faites sans effort. À en juger par le temps que vous avez déjà passé au Shizo, vous allez bientôt battre tous mes records. Mais j'espère que vous n'y parviendrez pas. Je vous embrasse, Nathan, 17 avril 2023, Jérusalem. Vous êtes toujours dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8. Il est avec nous en studio. Visiblement, ses résolutions pour la nouvelle année n'auront pas tenu 1 mois, 2 mois. Il nous parle aujourd'hui d'Eurovision, évidemment, Noam Meguira, et de ses recommandations culturelles. Noam, c'est à toi. Bonsoir Elsa, bonsoir les Khey. Alors avant l'Eurovision, déjà 1 mois que la Starac c'est fini. Est-ce que ça nous manque tant que ça ? Je vois déjà Elsa me faire les gros yeux dans le studio pour me dire que ça lui manque à elle. Non, mais il était temps que cette mascarade cesse. Qui TF1 pensait tromper, faire croire à la France entière qu'on pouvait être bienveillant, qu'on pouvait mettre des jeunes en coloc dans un château, en banlieue parisienne qui plus est, être bienveillante, et les laisser être bienveillants entre eux pendant plusieurs mois et récupérer leur caution après l'état des lieux. De qui se moque-t-on ? Non, les vrais jeunes, on les voit sur les chaînes info, ils brûlent des voitures, des jeunes qui vont en cours. Faites-moi rien. Non, mais allô, quoi, comme disait une grande intellectuelle. Et la chanson de Pierre, numéro 1 des charts depuis 1 mois, qui passe partout, Ce qu'on était, c'est clairement une chanson de pervers narcissique, Elsa. Le gars se fait quitter, mais il ne changerait rien à sa relation s'il recommençait. Mais que font les associations féministes ? Je le demande. Il lâche quand même un tavé de l'or entre les mains à son ex, quelle drôle de façon de parler de son... Elsa, il faut que tu... Ouais, on est à la radio, voyons, mais je comprends ce que tu fais, tu les dénigres parce qu'ils te manquent, c'est ça ? Tellement, j'en dors plus. Déjà, ça occupait les samedis soirs où il n'y avait pas de plan et c'était si bien de voir des gens si loin de l'actualité compliquée de ces derniers mois, une bulle où la cohabitation était possible. Alors j'ai essayé de compenser avec The Voice, mais ça n'a pas la même saveur, c'est pas pareil. Les participants chantent bien là-bas. Mais ça, je garderai le meilleur de ce qu'on était à cette époque. Noam, ça Alors, ça est un mot emprunté à l'arabe qui veut dire originellement vrai, correct, en 2010, et via le rap. Ce mot fera son entrée dans les cours de récréation et dans la street. Cette fois-ci, il voudra plutôt dire sérieux ou sérieusement, ou encore vraiment. On demandera par exemple à son collègue s'il est sar d'envoyer un mail sans PJ, ou encore sar, quel plaisir cette balade dominicale à cheval, mais aussi sar, c'est pas facile de vivre sans la Starac. Merci Noam pour ces précisions. Et cette semaine, tu nous parles enfin du sujet qu'on attendait tous, l'Eurovision. Yes Elsa, vous n'êtes pas sans savoir que la polémique autour de la participation d'Israël à l'Eurovision enfle depuis des semaines. En effet, il y a eu une pétition de plus de 1000 artistes suédois demandant l'exclusion pure et simple d'Israël du concours, à l'instar de la Russie en 2022. L'Eurovision a rétorqué et a rejeté cette éventualité, expliquant que les deux situations étaient bien différentes, toujours étant que la participation d'Israël est toujours dans le collimateur du monde entier, un peu comme sa participation à la vie mondiale. Finalement, remarque facile, et Noam s'engage, certains disaient qu'Israël n'est pas en Europe, mais l'Australie non plus, en effet. Tous les membres de l'UER, donc comprenez l'Union européenne radio-télévision, qui comporte 117 pays, dont une cinquantaine européens, donc la majorité des pays ne sont pas européens, sur tous les continents. Cette fois-ci, ce sont ces chansons qui sont jugées trop politiques et qui sont mises en cause. 2 chansons sont proposées, October Rain et Dance Forever. Israël a d'abord menacé de ne pas participer au concours pour finalement se raviser et promettre de réviser ces chansons, notamment sous l'impulsion du président de l'État, Herzog, qui suggère justement de revoir les textes en gardant une liberté artistique. On peut s'émouvoir de cette menace d'exclusion, cependant le règlement de l'Eurovision, qui est plutôt clair sur cette question-là, interdit les chansons politiques, même s'ils avaient laissé passer la chanson de l'Ukraine en 2022. Le mot politique, finalement, n'est pas défini clairement. Cependant, en 2009, la Géorgie, alors 1 an après la guerre qui l'opposait à la Russie, avait été exclue pour sa chanson qui s'appelait « We Don't Wanna Poutine ». Comprenez un jeu de mots avec Poutine, cette fois-ci
et qui se moquait ouvertement du chef d'État russe. Cette fois-là, la Géorgie avait été exclue. L'attente sera bientôt terminée cependant, puisque la réponse définitive devrait être rendue le 10 mars par le comité de l'Eurovision, et nous devrions en savoir plus à ce moment-là. Affaire à suivre donc, et si en parallèle du stress du verdict, on veut se détendre, se cultiver, quelles sont tes recommandations ce mois-ci ? Yes Elsa, je te propose ma sélection culturelle du mois de mars. Pour les beaufs comme moi, on regarde Real Sociedad PSG, le match retour demain le 5 mars. Pour les autres, au ciné, il y a Dune 2 qui est sorti le 28 février. Toujours pareil, par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet et Zendaya. Une fresque SF et désertique. Il y a aussi La vie de ma mère qui sort le 6 mars, qui met en scène Agnès Jaoui et William Legby, qui raconte l'histoire d'un fils qui s'occupe de sa mère, qui a des problèmes psychologiques et qui s'enfuit de l'asile et qui donnera lieu à un road trip, une comédie française, donc une comédie où on réfléchit. Et enfin, Kung Fu Panda 4, ça c'est pour pas réfléchir, le 27 mars. Et sinon, côté série et streaming, il y a toujours LOL, la saison 4 sur Prime Video, qu'on a pu voir ce week-end, qui est diffusée sur Prime Video. Il y a aussi la série Shogun, qui est décrite comme le nouveau Game of Thrones, qui est une fresque historique dans un Japon féodal sur une guerre opposant différentes factions pour savoir qui allait avoir le shogunat du pays. Et enfin, je vous invite à regarder les Oscars, ça sera peut-être mieux politiquement que les Césars. Et of course, je vous enjoins à regarder Cobra Kai, comme d'habitude, parce que Cobra Kai never die. Merci de nous enjoindre ainsi, Noah Meguera. C'est l'heure de l'édito du président de l'UEJF sur RCJ. Je me sens humilié. Cette phrase prononcée par Marco, cet homme d'une 60aine d'années, le visage tuméfié, cet homme passé à tabac alors qu'il sortait de sa synagogue du 20e arrondissement de Paris. Cette phrase me bouleverse. C'est l'humiliation que ressentent toutes les victimes de haine, évidemment. L'humiliation de se sentir rabaissé, réduit à une identité unique. L'humiliation de devenir victime, tout simplement. Mais depuis le 7 octobre, c'est ce sentiment, l'humiliation, qu'ont ressenti de trop nombreux juifs. Ceux à qui l'on a empêché d'exprimer leurs émotions face au massacre du Hamas. Cette humiliante censure de l'expression de sa solidarité envers Israël. Cette même censure qui va d'ailleurs sans doute conduire Israël à devoir changer les paroles de sa chanson à l'Eurovision. L'humiliation aussi de ceux qui ont perdu des amis, qui furent insultés ou harcelés sur les réseaux sociaux. Ceux qui se sentent désormais isolés parce qu'ils ont eu le sentiment de ne pas être compris de leurs camarades de promotion ou de leurs collègues de travail. Face à la situation qui se détériore encore à Gaza, la poussée d'antisémitisme dans le monde, qui n'avait jamais réellement baissé, il faut bien le dire, a repris de plus belle. San Diego, Zurich, Paris, encore une fois, c'est partout que les Juifs sont attaqués. Encore une fois, en France, la réponse sécuritaire du gouvernement semble à la hauteur. Mais encore une fois, on a l'impression que rien n'est fait pour s'attaquer à la racine du problème. Cela fait des semaines que nous dénonçons un relâchement, notamment dans les facs. Pourtant, nos adversaires, eux, ne se relâchent pas. La pression politique de l'extrême gauche sur le terrain, la pression sémantique des insoumis qui s'évertuent à qualifier la situation à Gaza de génocide avec la même force qu'ils mettaient dans leur refus de qualifier le Hamas de terroriste. Cette violence politique, c'est elle qui se transforme en violence physique dans la rue, comme sur les campus. Et face à cela, les administrations des universités, les pouvoirs publics ne transforment pas suffisamment l'essai, la formation des responsables, des autorités publiques, des étudiants doivent être mises en place. La parole antisioniste doit être réellement stoppée. De nouveau, oui, il y a urgence à traiter le problème de l'antisémitisme en profondeur, trouver des solutions pérennes, ne pas tomber dans la fatalité. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de se retrouver, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous invités, chroniqueurs et à Théo pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le lundi 18 mars, toujours à 13h. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.